La police m'a appelé pour m'annoncer qu'ils avaient retrouvé le sac à dos de ma fille au fond d'un lac. Pourtant, Riley est assise juste à côté de moi. La voix du détective, d'une neutralité glaçante que les policiers réservent aux annonces les plus sinistres, a résonné dans mon téléphone. Madame Garrison, ici le détective Kohler, bureau du shérif du comté. Ce matin, lors d'une plongée au lac Crescent, nous avons repêché un sac à dos d'enfant. Les papiers d'identité qu'il contenait appartiennent à votre fille, Riley Garrison, 8 ans. Il faut que vous veniez immédiatement au commissariat. Je me trouvais dans la cuisine, spatule à la main, occupée à préparer des croque-monsieur pour le déjeuner, tandis que Riley dessinait notre chat assise à la table. Elle était restée à la maison à cause d'une gastro et avait passé la matinée vautrée sur le canapé, en pyjama, devant des documentaires animaliers. Les mots du détective semblaient irréels. Impossible de les concilier avec Riley, tout près de moi, bien vivante, qui fredonnait en cherchant la nuance exacte d'orange pour la fourrure du chat. « Ça doit être une erreur », ai-je répondu en la regardant ajouter minutieusement des moustaches à son dessin. « Ma fille est là. Elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Elle est malade. » À l'autre bout du fil, plus rien. Un silence si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Quand la voix du détective Kohler est revenue, elle était parfaitement maîtrisée, avec quelque chose de plus grave qui m'a donné la nausée. « Madame, nous avons également retrouvé un corps, celui d'un enfant d'environ 8 ans, en uniforme de l'école Roosevelt. Dans le sac, il y avait une ventoline au nom de Riley Garrison, une carte de cantine à sa photo et plusieurs écussons personnalisés correspondant précisément à la liste des objets déclarés à son nom. Nous avons besoin que vous veniez procéder à une identification. » J'ai coupé court avant qu'il puisse finir sa phrase. Riley a levé les yeux vers moi, visiblement déconcertée par ce silence chargé. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai préféré reposer la spatule, de peur de la laisser tomber. Ils avaient retrouvé un corps dans le lac, avec le sac à dos de Riley. Ce même sac qu'elle emmène chaque jour à l'école depuis 2 ans, le sac violet tapissé des écussons de nos voyages à travers les États, son prénom brodé devant, sa ventoline dans la poche latérale. Parce que Riley est asthmatique, sa ventoline la suit partout. C'est la règle. Chaque matin, je vérifie avant de partir. « Où est ton sac à dos ?» ai-je demandé d'une voix étranglée. Riley a plissé le front, un peu surprise. « Mais je l'ai donné à Sophie, tu te souviens? Il y a 2 semaines. Le sien était cassé, elle n'avait rien, et tu avais dit que je pouvais donner le mien, vu que tu m'en achetais un nouveau. Sophie. Rien à faire, ce prénom ne me disait rien, alors que je connais tous les élèves de la classe de Riley par cœur. Après 2 ans comme parent délégué, j'aurais dû voir de qui il s'agissait. Sophie, c'est qui? Riley a posé son crayon pour mieux me fixer, un brin vexé. Maman, c'est ma copine de l'école, la nouvelle. Elle s'assoit à côté de moi à la cantine, et on joue ensemble à la récré. Elle avait besoin d'un sac. Tu l'as dit toi-même. Tu étais en train de cuisiner. Je t'ai demandé et tu as accepté, du moment que je gardais ma ventoline. Aucun souvenir de cette conversation. Mais c'est vrai, Riley profite que je sois absorbée par autre chose pour prendre des décisions, et souvent je valide sans trop écouter, craignant plus de rater la cuisson que la suite du dialogue. Pourtant, ça veut dire qu'une autre petite fille emportait partout les affaires de Riley, papiers, médicaments, et que c'est elle, cette Sophie, qu'on venait de repêcher dans le lac. Le téléphone s'est remis à sonner, à l'écran s'affichait de nouveau le numéro du détective Kohler. Le cœur cognant à m'en donner la nausée, j'ai décroché. « Madame Garrison, je sais que la situation est extrêmement difficile, mais il est impératif que vous veniez. Puisque votre fille est présente, amenez-la. Cela nous aidera à comprendre ce qui a pu se passer et à éclaircir l'échange des affaires retrouvées sur la victime. » Son ton était poli, mais sous la façade officielle, j'ai senti passer une note de doute, ou même de soupçon. Un enfant anonyme, portant les papiers d'identité de ma fille. Évidemment, ils avaient besoin de la voir vivante de leurs propres yeux. « Nous arrivons dans 20 minutes, » ai-je répondu en filant déjà chercher des vêtements pour Riley. Elle a protesté, grogné parce que j'interrompais son dessin, parce qu'elle devait s'habiller alors qu'elle n'était pas bien, ses plaintes de l'injustice de sortir au lieu de rester tranquille à la maison. J'ai laissé couler tout à mes pensées, sans réussir à remettre de l'ordre dans la confusion de cette matinée absurde. Le commissariat est un bâtiment bas en briques, toujours imprégné de cette odeur de café surchauffé et d'encre fraîche. Le détective Kohler nous attendait dans le hall, grand gaillard aux tempes déjà grisonnantes, l'air épuisé. En nous voyant arriver, surtout Riley bien vivante à mes côtés, il a perdu sa contenance un instant. Il s'est aussitôt mis à hauteur de ma fille, avec des gestes doux de professionnel habitué aux enfants. « Bonjour Riley, je suis le détective Kohler. Ta maman m'a expliqué que tu étais malade aujourd'hui ?» Riley a acquiescé, un peu intimidée. « J'ai eu mal au ventre et j'ai vomi, mais ça va mieux. Sauf que maman m'a traîné ici alors que je voulais finir mon dessin. » Kohler a échangé un regard avec moi, lourd de sous-entendus. « Madame Garrison, suivez-moi s'il vous plaît. » Riley, il y a un espace enfant juste derrière cette porte, avec des livres et des jouets. L'agent Ray restera avec toi pendant que je parle à ta maman. La salle où il m'a conduite, dotée d'une vitre sans teint et d'un mobilier prévu pour décourager toute conversation informelle, était aussi impersonnelle qu'attendue. Sur la table, un grand sachet transparent renfermait le sac à dos violet, reconnaissable au premier coup d'œil. Les écussons des vacances en Oregon, au Nevada, au Colorado, au Montana, la broderie argentée, de travers, comme seul un amateur sait le faire, avec le prénom de Riley, la ventoline parfaitement visible dans la poche en filet. Tout était exactement à sa place,
si ce n'est que ce sac revenait des profondeurs d'un lac, accompagné d'une enfant sans identité. « Dites-moi plus sur Sophie », a repris Kohler en allumant son dictaphone. Riley a parlé d'une nouvelle élève à qui elle aurait donné son sac. Quand est-ce que c'est arrivé? J'ai cherché dans ma mémoire si je gardais le souvenir d'une nouvelle copine, mais impossible de retrouver quoi que ce soit. Je ne saurais pas dire exactement. Riley parle de ça il y a 2 semaines, mais moi, je n'ai aucune image précise. Apparemment, cette fille n'avait pas de fourniture scolaire, et, soi-disant, j'aurais accepté qu'on lui donne le sac à dos. Kohler noircissait déjà son carnet, le stylo filant sur la page. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette amie? Son nom de famille? Elle habite où? Vous connaissez les prénoms de ses parents? Rien. Absolument rien. Rien sur cette gamine à qui Riley avait offert quelque chose d'aussi précieux, alors que j'ignorais totalement son existence. Soudain, j'ai pris de plein fouet à quel point je m'étais détachée. J'étais toujours absorbée par le boulot, le train-train de la maison, tellement prise que j'avais fini par ne plus vraiment écouter Riley quand elle parlait de l'école. Kohler, qui l'avait sûrement deviné, eut presque un petit sourire de compassion. À cet âge-là, ils se font des amis en un clin d'œil, reprit-il doucement. Il n'est pas rare que les parents perdent le fil, mais il va falloir qu'on sache qui était cet enfant. Sa phrase est restée en suspens, ses mots pesants, le corps retrouvé dans le lac, est resté dans l'eau 3 jours environ. D'après les premiers éléments, le véhicule a plongé avec l'enfant dedans. On a récupéré la voiture, une berline, à une quinzaine de mètres d'où le sac à dos a fini par remonter. J'essayais de rassembler tous ces faits sans arriver à donner un sens logique à l'ensemble. Une voiture immergée, une petite morte à l'intérieur, vêtue de l'uniforme de Riley, portant son sac, même taille, même âge. Si je n'étais pas restée à la maison aujourd'hui avec Riley, si elle était allée à l'école comme d'habitude. Rien qu'avec ces éléments, j'aurais cru que c'était elle, ma fille, qu'on venait de trouver. Cette pensée me fit vaciller, la terre glissant sous mes pieds. « Qui a prévenu pour le sac à dos ?» demandai-je, d'une voix blanche. Kohler feuilleta son carnet. On a reçu un appel anonyme sur le 17 hier soir. Une voix d'homme signalait avoir vu un objet violet qui flottait près de la mise à l'eau. On a envoyé une équipe de plongeurs ce matin. Le sac était coincé dans des branches, 3 mètres sous la surface. La voiture et le corps étaient en plus loin, 12 mètres. Il a vraiment fallu foncer au fond pour arriver là. La vitre conducteur était ouverte. C'est sûrement comme ça que le sac est sorti de la voiture. Une voix d'homme pour signaler le sac. Un père et sa fille vivaient peut-être dans cette voiture. Les paroles de Riley à propos de Sophie, cette fillette sans fourniture, prenaient soudain une toute autre ampleur. Riley disait que le sac de Sophie était tout abîmé, qu'elle n'avait pas vraiment d'affaire à elle. Et si cette famille vivait dans la voiture? Si Sophie et son père n'avaient en plus de toit? Kohler suspendit son geste. Ça expliquerait certaines choses. On n'a pas réussi à identifier la voiture. Pas de plaque, numéro de série limé. C'est volontaire, clairement. Et pour la gamine, il hésita. Elle était attachée dans la banquette arrière. Elle n'a pas essayé de s'enfuir. Elle s'est noyée parce que quelqu'un a plongé la voiture avec elle à l'intérieur. Meurtre suivi de suicide. Ces mots n'étaient pas prononcés, mais ils flottaient entre nous, présents à chaque respiration. Un parent si désespéré qu'il préfère entraîner son enfant avec lui, plutôt que de faire face à ce qui l'attend dehors. Je repensais à Sophie, si tant est que ce soit son vrai nom, assise près de Riley en classe, sans doute mal habillée, utilisant le sac offert par ma fille, essayant tout simplement de se fondre dans le décor, alors qu'elle vivait dans une voiture avec un père prêt à tout. Il faut qu'on parle à la maîtresse de Riley, repris-je. Elle se souviendra forcément si une nouvelle est arrivée. Même si moi je ne m'en rappelle pas, il y aura bien un dossier, une fiche d'inscription, une adresse, quelque chose. Kohler était déjà debout, m'invitant à le suivre. J'ai contacté l'école tout à l'heure. La directrice m'assure qu'il n'y a eu aucune nouvelle élève ce mois-ci, aucune Sophie dans la classe de Riley, ni ailleurs dans l'école. Ces paroles résonnaient étrangement, comme une pièce de puzzle que l'on force dans le mauvais sens. Ce n'est pas possible. Riley me parle de Sophie depuis des semaines. Elles mangent ensemble, jouent à la cour. Ce n'est pas une invention. On ne peut pas juste débarquer à l'école sans laisser de traces. En traversant le hall, j'ai aperçu l'agent Ray qui lisait un album à Riley. Elle semblait plus agacée qu'intéressée. Kohler s'est accroupi à côté d'elle, avec une gentillesse inattendue. « Riley, tu peux me raconter un peu à quoi ressemble Sophie ?» Riley sourit, heureuse de parler de ses copines. Elle est un peu comme moi. Même couleur de cheveux, mais les siens sont plus emmêlés. Même taille. Elle porte tout le temps un joli bracelet en argent avec une pierre bleue. Elle dit que c'est sa maman qui lui a donné avant de partir. Kohler échangea un regard avec moi. « Tu sais où était la maman de Sophie, ma chérie ?» Riley haussa les épaules. Elle a pas voulu dire. Juste que sa maman pouvait plus être là, mais que le bracelet lui faisait penser à elle. Elle était triste, alors je lui ai donné mon sac, pour lui remonter le moral. Et aussi un peu de mon goûter, parce qu'elle avait oublié le sien. Kohler sortit son téléphone et montra à Riley une photo qui me donna la chair de poule. Un bracelet en argent et une pierre turquoise, posée sur une enveloppe de labo. C'est ce bracelet-là ? Riley hocha la tête avec vigueur. Oui, c'est exactement celui de Sophie. Vous l'avez retrouvé ? Elle va bien ? Le visage de Kohler demeura impassible. On a retrouvé ce bracelet sur une fillette, qu'on essaie justement d'identifier. Riley, c'est très important. Tu te souviens quand tu as vu Sophie pour la dernière fois à l'école ? Riley réfléchit, fronça les sourcils. Vendredi, je crois ? Lundi, elle n'était pas là, et hier à la récré, je l'ai cherchée, mais elle n'est pas venue. Je pensais qu'elle était malade, comme moi. 5 jours. Depuis 5 jours, Sophie n'était plus revenue en classe, et personne ne l'avait remarqué.
parce qu'officiellement, elle n'existait pas. Kohler s'éloigna pour passer un appel, me laissant seule avec Riley dans l'entrée. Je la serrai contre moi aussi fort que je pouvais, essayant de puiser du réconfort dans sa chaleur, dans ses respirations vives. Quelque part, la fille d'une autre femme venait de mourir, prise pour la mienne à cause du sac de Riley. Et ailleurs, une mère allait sans doute recevoir l'appel qui change tout, si elle ne savait pas déjà ce qu'il était advenu de son enfant. Riley protesta doucement, embarrassée par mon étreinte. « Maman, tu m'écrases! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là ?» Je ne pouvais pas lui avouer la vérité, pas lui annoncer que son amie était morte, que le sac qu'elle lui avait offert avait permis d'identifier une petite fille retrouvée noyée. Les policiers ont seulement besoin de te poser quelques questions sur ton amie Sophie. Tout va bien, ma chérie, tout va bien. Mais rien n'allait, et le visage de Kohler à son retour ne laissait aucun doute. Le pire n'était pas encore passé. Madame Garrison, il faudrait qu'on se rende à l'école. La directrice réunit la maîtresse de Riley et les surveillantes de cantine pour faire le point sur cette histoire de Sophie. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Nous sommes partis chacun de notre côté, Riley bavardant à l'arrière sur les dessins animés qu'elle raterait, sans la moindre idée du malaise qui me rongeait. À l'école Roosevelt, tout semblait normal, joyeux et ordinaire. Des enfants jouaient dans la cour, des dessins parsemèrent les fenêtres, rien n'avait changé. Madame Vance, la directrice, nous attendait à l'entrée. Petite femme aux cheveux gris acier, elle n'avait pas besoin de dire qu'elle détestait voir la police perturber la vie de son école. Tout se lisait sur son visage. « Monsieur l'inspecteur, j'ai demandé à Madame Fletcher, la maîtresse de Riley, et nos 2 surveillantes de cantine de venir. Aucun souvenir d'une élève prénommée Sophie et aucune inscription ajoutée depuis la rentrée d'août dans nos fichiers. Madame Fletcher, la jeune professeure de CE2 de Riley, n'enseignait ici que depuis 2 ans, mais déjà très investie auprès de ses élèves. À son entrée dans la salle de réunion, elle semblait dépassée par la situation et presque méfiante. J'en suis sûre, je me souviendrai d'une nouvelle élève. J'ai 23 élèves, je les connais tous. Kohler sortit son carnet. Riley parle d'une fillette de son âge, qui lui ressemble, qui s'assoit près d'elle à la cantine et joue avec elle à la récré. Ça durerait depuis au moins 2 semaines. L'air de Madame Fletcher se fit encore plus perplexe. Riley déjeune tous les jours avec Aïcha et Mélodie. Depuis le début de l'année, c'est toujours les mêmes. Et à la récré, elle joue à la marelle carrée, avec ce groupe, parfois rejoint par d'autres filles. Mais jamais je n'ai vu Riley accompagnée d'une enfant correspondant à cette description. À côté de moi, Riley, raide comme un piquet, s'est contractée aux mots de son enseignante. Mais elle a insisté, la voix vibrante de l'entêtement de l'enfance. Mais Sophie était là, elle s'est assise à ma table, on a partagé mon repas, on a joué, elle était vraie. Le visage de Madame Fletcher s'adoucit, prenant cette expression de compréhension un peu condescendante des adultes persuadés qu'un enfant invente. Ma chérie, parfois les enfants ont des amis imaginaires, tu sais. Ce n'est rien de grave, mais il faut expliquer la vérité au détective. Les joues de Riley virèrent au rouge écarlate, les larmes dévalant ses joues. Mais elle n'était pas imaginaire, elle existait pour de vrai. Je lui ai donné mon sac à dos et mon déjeuner, elle m'a parlé de sa maman, elle était là, vraiment. Son chagrin emplissait la petite salle, et je l'ai serrée fort contre moi, alors qu'elle sanglotait dans mon chemisier. Par-dessus sa tête, j'ai croisé les regards échangés entre Kohler et la directrice Vance. Ils n'y croyaient pas. Pour eux, Riley s'était inventé une histoire, que cette Sophie n'avait jamais existé, et que, d'une façon ou d'une autre, le sac à dos de ma fille s'était retrouvé entre les mains d'une enfant inconnue morte, sans qu'on sache comment. Mais Riley n'a jamais eu d'amis imaginaires, jamais. Elle est assez cartésienne, terre à terre, prend tout au pied de la lettre et se lasse vite des jeux de rôle. Elle avait décrit ce fameux bracelet sans jamais avoir vu la photo. Elle savait aussi que la maman de Sophie n'était plus là. Ce ne sont pas des détails qu'une fillette de 8 ans pourrait inventer par hasard. Quelqu'un d'autre l'a bien vu, ai-je lancé, désespérée. Si Riley partageait son repas avec une autre enfant depuis 2 semaines, d'autres l'auraient remarqué, non ? Y compris les surveillants pendant la récré ? Le regard de la directrice Vance trahissait qu'à ses yeux, tout cela n'était qu'une perte de temps, mais Kohler opina. On va interroger le groupe de Riley à la cantine et les surveillantes de récréation. On a mis une bonne demi-heure à aller chercher les élèves autorisés à sortir par Vance. C'était Aïcha et Mélodie de la classe de Riley, toutes 2 ravies d'échapper au cours de maths pour répondre à d'étranges questions de policiers. Kohler se montra d'une patience qu'à leur place, je n'aurais pas eue, s'accroupissant à leur niveau pour les interroger sur les déjeuners à la cantine. Les 2 fillettes confirmèrent que Riley mangeait toujours avec elles. « Riley partage-t-elle parfois son repas avec une autre personne ?» demanda Kohler. Aïcha ne réfléchit même pas. « Oui, elle donne de la nourriture à la fille du lac, parfois. » Les adultes de la pièce se figèrent. « La fille du lac ?» Aïcha, surprise que ce nom surprenne, expliqua. « La fille qui vit près du lac. Elle ne va pas à l'école, mais parfois elle vient. Elle passe près de la cour pendant la récré, et Riley lui tend un peu de son repas à travers le grillage. » Mélodie ajouta, ravie d'avoir son mot à dire. « Elle est super discrète, on ne la voit jamais parler avec nous, juste avec Riley. Elle est toujours toute sale, comme si elle passait sa vie dehors. Une fois, j'ai demandé à Riley pourquoi elle lui donnait à manger. Elle m'a dit que la fille du lac n'avait pas grand-chose. » Aussitôt, toute l'attention de Kohler se concentra sur elle. Ses questions devinrent plus pressantes. Cette fille du lac, elle vient souvent. Les petites comptèrent sur leurs doigts, débattant. 3, 4 fois par semaine peut-être, pas tous les jours. Et seulement à la récré du déjeuner, jamais le matin. À quoi elle ressemble ? Mélodie et Aïcha échangèrent un regard puis se tournèrent vers Riley, qui, calmée,
suivait la discussion avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle ressemble à Riley, mais en plus décoiffée, finit par dire Aïcha. Les mêmes cheveux bruns, mais très longs, tout emmêlés, même taille. Elle porte toujours cette chemise bleue à fleurs, et elle a un joli bracelet. Encore ce bracelet. Plusieurs témoins confirmaient en l'existence de Sophie, et prouvaient que Riley disait vrai, tout en révélant que Sophie n'avait jamais franchi la porte de l'école. La directrice Vance pâlissait à vue d'œil. Vous êtes en train de me dire qu'une enfant inconnue a pu accéder à notre cours plusieurs semaines, sans que personne ne s'en soit aperçu? Sa voix vibrait de panique. Mais enfin, comment c'est possible? On a des procédures pour la clôture. Les visiteurs doivent signer. Tout est vérifié. Kohler la coupa. La cour donne directement sur le terrain du lac Crescent. Si quelqu'un vivait dans les bois là-bas, il pouvait facilement s'approcher de la clôture sans être vu, particulièrement une petite fille qui avait compris comment venir discrètement au moment de la pause déjeuner. Il se tourna alors vers les élèves. Vous l'avez déjà vu avec un adulte. Son père, sa mère, les deux filles firent non de la tête. Elle est toujours toute seule, expliqua l'une d'elles. C'est pour ça que Riley a commencé à lui donner à manger. Elle avait l'air tellement affamée et triste. La voix de Riley tremblait encore, nouée de larmes. Elle m'a expliqué que son papa dormait la journée parce qu'il travaillait la nuit et qu'elle n'avait pas le droit de sortir de la voiture, mais elle s'ennuyait et elle savait qu'à l'école, il y avait à manger. Moi, ça ne m'a pas semblé bizarre. Elle était gentille. Elle avait juste besoin d'un coup de main. Et c'est ainsi, de la bouche d'enfant, qu'éclata la vérité la plus brute. Une gamine sans abri vivait dans les bois derrière l'école, venait chercher de quoi subsister à la grille pendant le déjeuner, sans jamais croiser un adulte ni éveiller les soupçons de personne. Aujourd'hui, cette enfant était morte, son corps sans vie à la morgue, retrouvé noyé dans une voiture que son père avait précipitée dans le lac, portant ce semblant d'uniforme scolaire, elle qui n'avait jamais été inscrite, et un sac à dos que la police avait rapporté à la mauvaise famille. J'étais bouleversée par la gravité de notre échec collectif. Pas seulement le mien pour ne pas avoir été assez attentive, mais celui de tout un système censé protéger des enfants et qui laisse filer une fillette comme on laisse s'échapper l'eau entre ses doigts. Kohler, déjà au téléphone, demandait du renfort pour examiner les bois derrière l'école. En l'espace de 20 minutes, le parking regorgeait de voitures de police, les agents s'étaient engouffrés, chiens en tête, dans la lisière touffue près de la cour et du plan d'eau. Riley était restée en classe avec Madame Fletcher à dessiner, pendant que les enseignants, malmenant tant bien que mal la routine, s'efforcèrent de préserver une apparence de normalité, malgré l'agitation dehors. Je me tenais près du portail avec la directrice Vance et Kohler, observant les policiers disparaître dans l'épaisseur du bois, là où la cour rejoint le lac. « Comment personne ne l'a remarqué ?» répétait Vance, plus pour elle-même que pour nous. « Comment cette enfant a-t-elle pu passer inaperçue ?» Kohler lui répondit d'une voix douce mais ferme. « Parce qu'on s'inquiète toujours des adultes et jamais des enfants discrets. Parce qu'elle ne faisait pas de bruit. Parce que le système part du principe qu'un enfant va à l'école ou suit des cours à la maison. Rarement qu'il dort dans une voiture avec des parents dépassés par la vie. Il fallut moins d'une heure pour tomber sur la piste qu'il cherchait, un campement à 300 mètres à peine dans les sous-bois, suffisamment caché pour passer inaperçu, assez près pour venir à pied. Il s'agissait d'un abri bricolé avec une bâche et des branches, d'un petit tas de vêtements, des emballages de repas récupérés aux stations-service et surtout un cahier d'écolier plein de cette écriture ronde du primaire. Kohler glissa le carnet dans un sac de preuves, le visage fermé. La petite y tenait une sorte de journal. Elle écrivait à sa mère. Il l'ouvrit au hasard. Par-dessus son épaule, je découvris les mots bouleversants que Riley avait pour Sophie, soudain terriblement concrètes dans ses lignes d'enfant, en lettres appliquées. « Chère maman, tu me manques tant. Papa dit que tu ne reviendras pas, mais moi, je sais que si tu pouvais, tu viendrais. Aujourd'hui, je me suis faite une amie à l'école. Elle s'appelle Riley. Elle m'a donné de son sandwich, et elle est drôlement gentille. J'aimerais pouvoir aller à l'école comme elle. » Pages après pages, on voyait la solitude et la faim de cette gamine qui passait ses journées seule. Elle racontait l'amitié à travers la clôture, le bracelet offert par sa mère qu'elle gardait toujours sur elle pour se souvenir. La dernière note datait de 5 jours. « Papa dit qu'on doit partir ce soir. Il croit que quelqu'un nous cherche et que l'endroit n'est plus sûr. Je n'ai pas envie de partir. J'aime bien ici et j'aime Riley. Mais papa est inquiet. Il agit bizarrement. J'espère que là où on ira, il y aura des gens gentils comme Riley. » Kohler referma doucement le carnet. Le père avait paniqué, persuadé d'avoir été repéré. Il avait voulu fuir et, acculé, avait pris une décision désespérée, préférant la mort à affronter ses peurs. « Il faut qu'on sache qui ils sont », soufflai-je, la gorge serrée, peinant à maîtriser mon émotion. Cette petite mérite qu'on sache qui elle était. Sa maman doit apprendre ce qui lui est arrivé. Kohler approuva. Le bracelet, c'est notre meilleure piste. Il est assez particulier. Si on le montre aux bonnes personnes, quelqu'un le reconnaîtra forcément. Le numéro du véhicule a été effacé, mais on analyse la peinture et les détails du fabricant. Si le père avait des antécédents, ses empreintes finiront bien par le trahir. Je repensais à ce que Riley avait dit sur Sophie. Sa mère était partie. Jamais il n'a été question de mort ou d'abandon, juste d'un départ. Et si la mère était en prison ? Peut-être que c'est pour cela que le père avait la garde, qu'il fuyait. Peut-être même qu'il n'avait pas la garde officielle, qu'il avait enfreint une décision de justice par peur qu'on lui retire sa fille. Kohler sortit son téléphone, commença à contacter les services sociaux et les tribunaux de la famille. Pendant qu'il lançait ses démarches, je regagnais la salle où Riley, quittant ses dessins, aidait à ranger les livres avec Madame Fletcher. Dès que j'entrais, elle leva vers moi des yeux pleins d'espoir. « Ils ont retrouvé Sophie ? Elle va bien ?» Le mensonge me resta en travers de la gorge.
Je m'agenouillais pour me mettre à sa hauteur, prenant ses mains dans les miennes. « Ma chérie, Sophie est partie. Elle a eu un accident, elle n'a pas survécu. Je suis tellement désolée. » Le visage de Riley se déforma, puis les larmes revinrent. Des sanglots profonds, inconsolables, un vrai chagrin. Ce n'est pas juste. C'était mon amie. Elle avait besoin d'aide. Et personne ne l'a assez aidée. Elle disait vrai. Personne n'avait su aider Sophie. Ni l'école trop aveugle, ni les services sociaux défaillants, ni le père qui n'a pu qu'aggraver la situation, ni la mère absente pour des raisons encore inconnues, ni moi, absorbée par mes propres soucis, qui n'avais même pas vu ma fille se lier avec une enfant invisible de l'autre côté de la clôture. Ce soir-là, enfin, on avait pu mettre un nom sur son visage. En réalité, Sophie s'appelait Claire Whitmore. Elle avait 8 ans et on l'avait vue pour la dernière fois en compagnie de son père, Daniel Whitmore, il y a 6 mois, lors d'une visite surveillée, juste avant qu'il ne disparaisse avec elle. Sa mère, Angela Whitmore, purgeait alors une peine de 18 mois dans une prison pour femmes, condamnée pour avoir détourné de l'argent dans un geste désespéré, afin de financer des soins médicaux pour sa fille, puisque l'assurance avait refusé de prendre en charge un traitement vital. Pendant l'incarcération d'Angela, Daniel avait récupéré la garde temporaire, mais au lieu d'accepter le suivi imposé par les services sociaux, il avait fui avec Claire, violant ainsi toutes les conditions fixées. Un mandat d'arrêt avait bien été lancé, mais avec les moyens limités alloués aux enlèvements parentaux, il était parvenu à se faire oublier, jusqu'au jour où il a choisi de précipiter sa voiture dans le lac Crescent, sa fille attachée à l'arrière, préférant cette issue atroce à l'idée d'avoir à affronter les conséquences de ses actes. L'inspecteur Kohler avait tenu à ce que je sois présente au moment d'annoncer la nouvelle à Angela Whitmore. La salle des visites de la prison, sinistre à souhait avec son béton nu et ses meubles de métal scellés au sol, n'arrangeait rien à l'atmosphère. Angela est entrée, vêtue de sa combinaison orange, le visage marqué par ses longs mois derrière les barreaux. Mais ses yeux se sont soudain mis à briller d'espoir en apercevant le badge de Kohler. « Vous l'avez retrouvée ? Claire va bien ?» Kohler s'est efforcé de transmettre la terrible nouvelle avec le plus de douceur possible, mais il n'existe pas de manière humaine d'apprendre à une mère que son enfant n'est plus en vie. Angela a laissé jaillir un cri venu du plus profond, le hurlement déchirant d'un cœur brisé sous nos yeux. Elle s'est effondrée contre la table, le front frappant le métal. Les surveillantes se sont précipitées pour la soutenir alors qu'elle sanglotait sans retenue. Je me suis tenue là, impuissante devant sa douleur, face à cette mère qui avait franchi la ligne rouge pour tenter de sauver sa fille, pour finalement la perdre tout de même, trahie par celui en qui elle avait placé sa confiance. Quand Angela a finalement retrouvé un semblant de voix, ce n'était plus qu'un souffle. Comment ? Kohler a expliqué l'histoire de la voiture engloutie dans le lac, du meurtre-suicide, de Claire qui avait survécu plusieurs semaines, seule, dans les bois derrière l'école avant que Daniel ne décide de mettre fin à leur jour. Les mains d'Angela ont blanchi à force de se crisper. Il m'a appelé il y a 2 semaines. Il m'a dit que des gens commençaient à poser des questions sur Claire, qu'ils pensaient que les services sociaux étaient sur le point de les retrouver. Je l'ai supplié de se rendre, de penser à elle, de faire ce qu'il fallait. Il m'a répondu qu'il préférait mourir plutôt que de laisser quiconque lui prendre sa fille. Sa voix s'est brisée à nouveau. Je croyais qu'il dramatisait, qu'il finirait par se calmer. Jamais je n'aurais imaginé. Elle s'est interrompue, incapable d'achever sa phrase tant l'idée était insupportable à formuler. Sa fille était morte parce qu'aux yeux de son père, la peur du châtiment avait primé sur l'amour qu'il lui portait. Et ce fardeau-là, Angela ne s'en remettrait jamais. Kohler ajouta doucement « Il y a autre chose ». Il raconta alors l'histoire de Riley, cet enfant qui était devenu ami avec Claire à travers une grille, qui partageait son déjeuner, faisait de petits cadeaux, et à qui Claire confiait un carnet pour écrire à sa mère, cette petite amie qui avait tenté d'aider comme elle le pouvait. L'expression d'Angela changea, à la douleur s'ajouta comme une lueur de gratitude. Elle n'était pas seule alors, elle avait une amie près d'elle. Et elle se tourna vers moi, me regarda droit dans les yeux. « Est-ce que ce serait possible de rencontrer votre fille, pour la remercier d'avoir été là pour Claire, d'avoir été gentille avec elle, quand tout le monde l'avait ignorée ?» J'ai acquiescé, incapable de répondre tant l'émotion me serrait la gorge. C'était bien la moindre des choses, ce contact entre 2 mères, l'une anéantie, l'autre consciente de son indescriptible chance. Nous avons prévu la rencontre pour 2 semaines plus tard, une fois le corps de Claire rendu à la famille, et Angela autorisée à quitter la prison pour assister à une cérémonie d'adieu. Riley, de son côté, faisait des cauchemars. Elle rêvait à la fois de Sophie et de Claire, rongée par la culpabilité de ne pas en avoir fait davantage, de ne pas avoir alerté un adulte plus tôt, ou d'avoir été impuissante à empêcher la tragédie. J'ai tenté de lui expliquer, maintes et maintes fois, qu'elle avait agi exactement comme une enfant bienveillante devait agir. Offrir sa gentillesse à quelqu'un dans le besoin, partager ce qu'elle avait, donner son amitié sans jugement. Elle avait fait plus pour Claire que les institutions conçues pour protéger les enfants, plus que les enseignants censés être vigilants, plus que n'importe quel adulte ayant pu croiser Claire dans les bois et ne l'ayant pas remarqué. À 8 ans à peine, Riley avait perçu l'humanité d'une autre fillette et lui avait répondu avec une infinie compassion. Il fallait en être fier, même si le chagrin était immense. Les funérailles furent simples, presque confidentielles. Angela, menottée et encadrée de 2 gardiennes, était là. Il y avait aussi quelques travailleurs sociaux, bien incapables de cacher leur malaise, et moi aux côtés de Riley.
Sous un ciel bas et gris, nous sommes restées silencieuses au cimetière, tandis qu'un aumônier égrenait des paroles d'espérance et de miséricorde, qui semblaient totalement vaines devant pareil désastre. Angela eut, malgré tout, la possibilité de s'approcher du cercueil, de poser la main sur le bois et de dire adieu à la petite fille qu'elle ne verrait jamais grandir. Puis elle se tourna vers Riley, s'agenouilla malgré ses liens et la présence des surveillantes. « Merci », dit-elle, les larmes coulant sans retenue. « Merci d'avoir vu mon bébé. Merci d'avoir été son amie. Merci de lui avoir permis de ne pas se sentir seule jusqu'au bout. » Riley s'était approchée, et tout simplement, elle l'a pris dans ses bras, cette mère étrangère, cette femme brisée, et elles pleurèrent ensemble la disparition de la fillette qu'elles avaient aimée toutes les deux. Après la cérémonie, Kohler m'a prise à l'écart. On a retrouvé les faux papiers utilisés par Daniel. Il avait fabriqué de toutes pièces une fausse identité pour Claire, l'inscrivant dans 3 écoles différentes, sous des noms d'emprunt durant ces 6 mois, la retirant à chaque fois, avant qu'on ne se pose trop de questions. C'est pour ça qu'elle connaissait les habitudes des établissements scolaires. Pourquoi elle portait l'uniforme de Roosevelt Elementary, alors qu'elle n'avait jamais officiellement été scolarisée là. Daniel avait mis la main sur un uniforme d'une manière ou d'une autre, et il faisait porter ce costume à Claire pour qu'elle se fonde dans la foule lorsqu'il se cachait en journée. Elle avait même été inscrite sous une fausse identité dans une école voisine 3 semaines à peine, avant qu'il ne la retire à nouveau. Le parcours administratif montre ce déménagement perpétuel, conçu pour rester en avance sur les services sociaux. Le niveau de préparation prouve que rien n'a été fait sur un coup de tête. Daniel avait tout mis en œuvre pour disparaître, tout en s'enfermant peu à peu dans une impasse qui finirait fatalement en drame. L'identité fictive associée à mon adresse faisait entièrement partie du plan. Un numéro de rue choisi au hasard dans la bonne zone scolaire pour rendre l'inscription crédible. Sans rien demander, je me suis retrouvée embarquée dans cette histoire, juste parce que mon adresse avait été pointée du doigt sur une carte par un père, prêt à tout pour cacher sa fille enlevée. La suite n'a été qu'une succession de procédures, d'enquêtes et de remises en question. Le district scolaire s'est retrouvé sur le banc des accusés, parce que personne n'avait repéré la présence d'un enfant inconnu sur la cour de récré. Tout s'est enchaîné, nouveaux protocoles, installation de barrières, formation pour mieux repérer les familles sans domicile, meilleure collaboration avec les services sociaux. Les surveillants qui avaient en vue Claire mais pensaient qu'elle était inscrite dans une autre école ont eu droit à un accompagnement et à une remise à niveau. Madame Vance, la principale, a pris sa retraite avant l'heure, incapable de se remettre d'avoir échoué à protéger une enfant alors qu'elle travaillait juste à côté. De son côté, Madame Fletcher a lancé un programme pour déposer chaque jour de la nourriture derrière les grilles, au cas où un autre gamin affamé passerait par là, bien décidé à ne plus jamais rater un cas comme celui de Claire Whitmore. Tous ces changements semblaient à la fois indispensables et terriblement tardifs, comme si les réformes arrivaient quand il était déjà trop tard, sur le dos d'une enfant disparue. Après la mort de Claire, l'affaire d'Angela Whitmore a été reprise par plusieurs associations. L'argent qu'elle avait détourné lui avait permis de payer un traitement expérimental contre le rhumatisme de Claire, que l'assurance refusait de prendre en charge, malgré les avis des médecins. Ce traitement avait rendu à Claire quelques années de mouvement et d'enfance, mais ce crime a coûté à Angela sa liberté, et au final, la vie de sa fille. Le juge, comprenant qu'elle avait été piégée par un système de santé qui préfère le profit à la vie des enfants, a allégé le reste de sa peine. Angela est sortie au bout de 10 mois, dans un monde où sa fille n'était plus, minée par la culpabilité d'avoir fait des choix dictés par l'amour et le désespoir. Riley et moi nous avions fait le déplacement, on l'attendait devant la prison avec un petit colis et nos coordonnées, prêtes à l'aider si elle le souhaitait. Angela paraissait fragilisée, marquée par ce qu'elle venait de traverser, mais dans ses yeux, on pouvait lire une forme de force nouvelle. « Je vais finir ma peine en m'engageant auprès des familles écrasées par la dette médicale », a-t-elle déclaré. « Je veux que plus aucun parent ne soit obligé de choisir entre la santé de son enfant et la loi. Je refuse que des enfants soient condamnés à vivre dans des voitures parce qu'on les a abandonnés. » Elle a serré Riley dans ses bras plus longuement cette fois, une embrassade lourde de gratitude, de peine et de tout ce qui les reliait à Claire. « Elle aurait aimé être ton amie », a murmuré Angela. Elle aurait tellement voulu que quelqu'un la voie quand tout le monde regardait ailleurs. 6 mois plus tard, à l'école de Riley, un banc a été installé tout près de la grille en mémoire de Claire. Avec Angela, nous avons assisté à la cérémonie et nous avons regardé les enfants jouer là où Claire, autrefois, s'était approchée, seule et affamée. Sur la plaque, on pouvait lire « Claire Whitmore ». Puissions-nous toujours voir les enfants qui ont besoin de nous. C'était à la fois modeste et essentiel, une manière de rappeler que la vigilance se vit, ne se décrète pas. Il s'agit de vraiment regarder, de vraiment voir et de s'inquiéter de ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans le moule. Pour l'instant, le banc reste vide, mais je sais que Riley s'y assiera parfois, pour se souvenir de son amie, pour honorer la petite fille avec qui elle partageait son repas à travers le grillage. Et c'est peut-être ça l'essentiel, que Claire ne soit pas oubliée, que son histoire est contée, et qu'une fillette de 8 ans ait su voir en elle ce que tant d'adultes n'ont pas su voir. Si ce récit vous a touché, pensez à vous abonner et partagez vos impressions en commentaire.